Chaque année, c'est le même rituel. Ils viennent, ils mangent, ils partent. Comme dirait l'autre, ainsi va la vie. Bah, je croyais que je regardais un film de dinosaures, moi. Mais bien sûr qu'on va traiter la fin de ce film, elle est tellement plus grotesque que le début. Salut tout le monde, et on se retrouve pour la suite de ce bousoscope qui traite de Jurassic World Dominion, qui ne compte effectivement pas faire dans la demi-mesure en termes de stupidité. Alors évidemment, si vous arrivez effectivement comme un cheveu sur la soupe sans avoir suivi le début, je vous renvoie à la description de la vidéo pour suivre donc les vidéos précédentes, notamment du premier et deuxième film et la première partie de ce troisième. Bien évidemment, je vous invite aussi à liker et partager et même à vous abonner à la chaîne au passage, hein. Et alors je tiens à m'excuser parce qu'effectivement j'ai eu un petit loupé sur la fin de la vidéo précédente avec un extrait qui a été switché justement pendant l'exportation sur Adobe Premiere Pro. Donc désolé pour ce petit malentendu. Je contrôlerai un petit peu plus assidûment le résultat final après exportation pour les prochaines vidéos. Alors, histoire qu'on sache où est-ce qu'on en était, rappelez-vous, dans ce film, donc Owen et Claire 2.5 étaient partis à Malte pour tenter de retrouver Gigi et Minnie Blue, qui ont été capturés pour être amenés à Biosyn, donc un laboratoire aux intentions plus que douteuses, nos héros se faisant d'ailleurs aider par Jeanne Cool, donc une pilote qui les amènera au Diabo, et qui semble d'ailleurs être à l'origine de la création des sauterelles mutantes qui risquent de ravager tout l'écosystème du monde. Et une situation qui amènera en parallèle donc Ellie Sattler et Alan Grant jusqu'au labo, qui prétend vouloir faire le bien de tous, mais qui est géré par Dodson. Et là donc ils seront aidés par Ian Malcolm qui bosse dans la boîte, on sait pas trop pourquoi, et qui dit que effectivement ici ça pue énormément la magouille. Et donc on reprend notre aventure chez Biosyn justement, où Jean Sympa accompagne Alan et Ellie jusqu'à ce qu'ils leur disent qu'ils peuvent aller se balader tranquille partout, hein, mais... Les ascenseurs sont de ce côté, ce ne sont pas ceux-là. Ceux-là mènent au niveau inférieur. Hein? Vous avez compris, hein? Non mais on va vraiment finir par croire que Jean Sympa est gentil, quoi. Et donc, les voilà partis pour les ascenseurs menant au lieu top secret. Mais alors bon, c'est quand même fabuleux parce que, en gros, il y a des systèmes de surveillance partout, hein. Mais étrangement, qu'un couple qui, normalement, n'aurait pas droit d'accès au secteur confidentiel puisse finalement emprunter ces ascenseurs via un badge qui leur appartient pas. Non, ça par contre, ça pose aucun problème. Mais bon, on n'a qu'à dire que l'agent de sécurité qui surveille l'ascenseur via la caméra de surveillance était soudainement pris d'une grosse crise intestinale, parce que sûrement qu'il y avait choucroute partie la veille et que elle commence à révéler ses effets secondaires. Ah si quelqu'un a une meilleure explication, hein, je prends. Et une fois dans les sous-sols, Walter White et Jesse Pinkman entrent dans les labos de Met et... non, pardon. Excusez-moi, c'est pas la même saga. Donc Alan et Ellie entrent dans le labo et découvrent l'élevage de sauterelles géantes. Et puis forcément ils s'affairent à en prélever un échantillon pour prouver que Biosyn est l'enfoiré qui les produit. D'ailleurs, dans les labos inférieurs, c'est aussi Gigi qui a été amené à Dr Who, hein, donc sûrement grâce à la téléportation quantique, parce que bon, la gestion du temps dans ce film, tout ça, hein, c'est des notions un peu floues. Donc oui, effectivement, pour certains, 1 heure c'est 60 minutes, et puis pour d'autres c'est 60 secondes. Bref, Dr Who qui lui explique qu'elle est très importante, et alors bon, accrochez-vous parce que on va entrer dans une phase très scientifique du film, donc soyez prêts parce que c'est quand même pondu par un scénariste qui a préalablement trempé son cerveau dans l'eau de Javel avant d'écrire l'histoire. Donc en fait, c'est là qu'on apprend que si Blue a réussi à pondre un chiard toute seule, c'est parce que Blue a été créé avec de l'ADN de Varan, donc animal qui peut se reproduire seul, donc sans baiser. Non mais vous imaginez l'enfer, la vie de ces pauvres bêtes, tous les inconvénients de la procréation, mais sans la partie de plaisir. Bref, donc oui, Blue est la seule capable de ça. Mais alors, ça nous explique encore moins comment en 4 ans, on est passé de 20 dinosaures à des milliers. Sauf que Dr Who explique qu'en fait, les conneries qu'on te racontait dans le précédent film, selon lesquelles Lockwood avait cloné sa fille parce que il était triste de l'avoir perdue, eh bien en fait, c'était faux.
Ouais, en gros, on te fait une Star Wars épisode 8, hein, donc on efface ce qui avait été dit avant, hein. Mais pour en raconter des conneries quand même, puisque bon, la vraie histoire, c'est qu'en fait Gigi a été conçue par la fille de Lockwood elle-même, hein, qui était donc une scientifique du laboratoire du premier Jurassic Park et qui... Charlotte n'a eu besoin de personne pour faire un enfant. C'est elle qui t'a conçu. Donc déjà, vous imaginez un peu l'ego de la meuf, genre si j'ai eu un gosse, je veux que ce soit une copine de moi, je veux être enceinte de moi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est limite malsain. Sauf qu'il y a quand même une petite différence. Elle et moi, on est pareil? Vous l'étiez. Ah bon, et donc en quoi elle diffère désormais? Eh bien dans le fait que la mère de Gigi avait une maladie qui a fini par la tuer. Et que pour sauver Gigi de ce risque... Charlotte a modifié ton ADN pour éradiquer la maladie. Car oui, avant, avec cette saga, on pouvait créer un ADN. Hein. Maintenant, on peut aussi le modifier. Elle était brillantissime. Comme je ne le serai jamais. Ouais, aussi brillante que le scénariste, hein, j'ai envie de dire. En même temps, la mère, elle a modifié l'ADN de sa fille pour survivre à la maladie, mais pas le sien. Ah non, mais totalement absurde. Surtout quand, en plus, tu sais à quel point elle s'aime tellement qu'elle en a été rendue à donner naissance à elle-même, quoi. Enfin bon, ne nous attardons évidemment pas sur la logique et les détails techniques de tout ça. Hein. Après tout, le scénario ne le fait pas lui-même. Hein. Ton ADN pourrait changer la face du monde. Et je dois découvrir comment elle a réussi. Donc en gros, Dr Wu, avant, il s'amusait à créer des super dinosaures de guerre de la mort qui tuent, hein, et après 30 ans de conneries expérimentales, à foutre la merde à travers le monde, et le mec se trouve finalement une conscience de derrière les fagots, à vouloir sauver l'humanité. Ouais. Car oui, Dr Wu a des remords, puisque, effectivement, il est bien à l'origine des sauterelles géantes. Oui, tout le monde sait que les sauterelles peuvent être un vrai fléau pour les cultures. Le plaie d'Égypte, tout ça. Mais non, Dr Wu, lui, il n'a pas du tout pris en considération les risques, là aussi, finalement, en créant ce genre de spécimen, mais de la taille d'un lapin, et qui se reproduisent finalement aussi vite qu'un lapin, d'ailleurs. Enfin, je sais pas, mais quand tu bosses pour un mec qui, déjà, a voulu voler les recherches de Jurassic Park, à quel moment s'est posé le questionnement de la réelle utilité de créer ces putains de sauterelles? Eh ben non, tu peux être un véritable génie des sciences, mais avoir la jugeote d'un enfant de 6 ans, pour ce qui est de raisonner sur le plan moral. Et encore que, même un enfant de 6 ans a plus de morale, justement. Et donc, son but, c'est quoi? Eh ben, c'est de comprendre le processus de modification de l'ADN de Gigi, qui avait opéré sa mère, hein, pour... Si je peux utiliser sa technique, je pourrais modifier l'ADN de la sauterelle et les éradiquer en une seule génération. Ah, ok. Ouais, alors, sauf que Gigi, ça a été à coup de vaccins et autres. Donc, à quel moment tu penses que une sauterelle que tu auras modifiée va contaminer toute la colonie sous prétexte que, parfois, ça se frotte les élytres mutuellement? Alors qu'il suffirait juste de créer un virus qui ne s'attaque qu'à l'ADN des sauterelles géantes pour en venir à bout. Et que, ça, logiquement, c'est une solution tout à fait faisable pour un labo tel que le vôtre. Oui, mais une solution trop logique, donc, faut essayer de trouver un truc, certes, complètement claqué, hein, qui justifie de faire durer le film, et puis, notamment qu'on trouve une utilité à Gigi. Manque de peau, Gigi décide de s'échapper avec Minnie Blue, donc on sonne l'alerte dans tout le bâtiment, hein, donc chambre d'élevage de sauterelles géantes compris. Ce qui emmerde effectivement bien Alan et Ellie, qui décident de sortir au plus vite tant ça commence à être le bordel là-dedans. Là, ils font la connaissance de Gigi et décident de s'enfuir ensemble. Mais pendant ce temps, l'avion de Jeanne Cool arrive vers le sanctuaire et demande l'autorisation d'entrée, manque de bol. Négatif, N141. On nous a prévenu que vous voyagez avec des passagers non autorisés. Ah bon? Mais et comment ils savent ça? J'ai eu Santos. C'est les 2 parents de la fille. Donc Santos, vous l'aurez compris, c'est Miss Domina. Donc, concrètement, la meuf qui a pas été témoin pourtant du partenariat entre Jeanne Cool et nos héros, vu qu'elle s'est fait arrêter avant, hein, quand même, mais que le scénariste a oublié ce détail visiblement. Hein. Ou bien, mais alors c'est purement hypothétique, hein, l'équipe de Marcy a décidé de la libérer. Hein. Bon, après tout, c'est pas comme si l'opération à Malte avait pour objet de l'arrêter en la chopant en flagrant délit
et que elle a quand même ordonné la mort de plusieurs personnes. Un truc comme ça, finalement, tu restes au cachot pendant un petit moment. Ah bah tu sais, c'est plus aussi simple. Hein. En exemple, en France, un truc comme ça, ça finit classé sans suite avec une libération dans les 30 minutes. Hein. Bref, donc une situation un peu ridicule, pour ne pas dire complètement, mais comme ça fait un moment qu'on n'a pas eu justement de scène spectaculaire avec des dinosaures, vu que le film n'en parle pas trop, hein, la priorité étant notamment les sauterelles et la modification d'ADN. Et comment ça s'appelle déjà ce film-là? Jurassic World? Bref, donc, pour les empêcher de rentrer, ordonne qu'on désactive le champ répulseur de dinosaures volants, et en découle que... Voilà donc nos héros qui sont attaqués par un Quetzalcoatlus qui, d'ordinaire, devrait faire tout au plus 10 mètres d'envergure, mais ici, fait la taille d'un avion cargo. Merci. Donc, bien évidemment, l'avion s'apprête à se crasher, mais par chance... Claire 2.5 s'éjecte, hein, et comme elle est immunisée par la magie des scénarios de merde, des piafs du Crétacé, viandosaures, finalement on décidait que, non, ils ont pas faim. Alors, en même temps, Claire est rousse, hein, ça a un goût un peu fort les roux. Hein. Une fois sur la terre ferme, ou presque, Claire 2.5 n'est pas au bout de ses surprises, puisque... Alors, ça c'est fabuleux, parce que là, on vient de t'introduire un dinosaure qu'on n'a jamais vu dans les films précédents, ni même évoqué, hein, comme si en fait de rien n'était. Ah bah préparez-vous parce que des coups comme ça, va y en avoir beaucoup, et des plus grotesques encore. Mais comme d'hab, immunité oblige, il arriverait effectivement rien à Claire, même si la bestiole la prend en chasse parce que rien en fait, vu que bon, le ptérodinosaure, c'est un herbivore. Bref, donc ça sert à rien tout ça, si ce n'est à décorer avec un peu de dino, voilà. Bon, par contre, pour ce qui est de Jeanne Cool et Owen, l'avion... il a tenu le coup, hein, oui, suite à un crash, hein, alors que le machin, t'avais même des endroits qui étaient rafistolés au Chatterton, on se demande finalement bien comment c'est possible que des crashs d'avions récents puissent tuer 200 personnes quand on voit ça, quoi. Mais leur soulagement sera de courte durée quand, une fois sur la glace un petit peu fragile, ils sont emmerdés par ça. Donc un Piraptor, donc là aussi un autre dinosaure qu'on n'a jamais, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune référence dans 5 films, hein, mais qu'on te colle ici parce que ça peut être cool, hein, ça peut être con, mais très cool. Mais comme on aime bien faire dans la stupidité au maximum dans ce film, donc le Piraptor, c'est une bestiole qui officiellement fait tout au plus 40 kilos, et dans le film, en fait, on a décidé que rien à branler de la fidélité, hein, il fera 3 mètres de long pour 150 kilos au bas mot. Mais t'inquiète, hein, ça va, la glace, elle supporte à l'aise. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est de la glace en scénarium. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, faut quand même que ça craque, sauf que la bestiole, elle kiffe se prendre pour Jacques Mayol, hein, et commence à attaquer d'en dessous, hein, en nageant. Ouais, alors, là, c'est pareil. Le Piraptor, à la base, c'est un dinosaure qui vivait dans un secteur chaud. Donc déjà, te le faire nager, alors que, déjà de base, il n'a pas le plumage adapté pour le milieu aquatique, c'est une belle connerie. Mais en plus, le faire nager dans l'eau glacée, alors qu'il ne tolère pas le froid... Non, ça va la production, on vous dérange pas dans votre projet de nous prendre davantage pour des cons? Alors évidemment, Owen tombe dans l'eau... Bah oui, lui aussi, en même temps, il a une immunité, hein, impossible qu'il crève. Et puis en plus, faut quand même pas oublier qu'il est devenu père de famille. Donc là, même il croiserait la route d'un T-Rex qui sort d'un régime de 3 semaines au tofu, le monstre lui lécherait même pas le visage, quoi, aucun risque. Bref, donc, nos héros s'enfuient et tout va bien. De quoi? Owen, en hypothermie? Après être tombé dans l'eau glacée? Dites pas de conneries. Mais retournons justement dans les labos, dans la fuite de Ellie, Alan et Gigi, quand en fait à un moment ils sont captés par Jean Sympa et donc... L'échantillon, vous l'avez pris? Pardon? De quoi vous parlez? L'échantillon d'ADN, vous l'avez? Oh bah ça alors. Donc en gros, Jean Sympa est effectivement un gentil, comme son nom et sa tronche l'indiquaient, hein, et qui bosse avec Ian Malcolm afin de quoi? Eh ben oui, de dénoncer les intentions malfaisantes de Biosyn et de Dodson. De là, il les invite à quitter le site en empruntant la navette souterraine qui mène à l'aéroport du sanctuaire. Alors manque de peau pour eux en plein chemin.
Et oui, vu que Dodson a appris que ses invités, Alan et Ellie, sont en fait venus foutre le merdier pour ensuite quitter la fête, du coup, comme il a appris que Yann est à l'origine de la fuite, notre philosophe, qui passe son temps à gober des cacahuètes, se fait... viré avec un effet immédiat. Du coup, Yann, forcément, il n'est pas content parce que il connaît le vrai visage de l'entreprise Biocine et de son patron. Hein. Vous courez vers l'extinction de notre espèce, et ça vous est égal. Patron qui lui essaie de se défendre comme il peut. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Vous supposez un appât du gain incontrôlé. Ah bon, parce que contrôler les ressources alimentaires de la planète, c'est pas de l'appât du gain. Oh merde, moi j'y aurais cru pourtant. Hein. Ah non, mais on sous-estime tellement les mégalos multimilliardaires dont la recherche de toujours plus de profit est pourtant de sauver le monde. Hein. Mais t'inquiète, le véritable dessein bienveillant pour l'humanité de Dodson, c'est... Ah non, mais même le scénariste, il sait pas. Mais pour le moment, ça va, il y en a un qui est tranquille, c'est Jean Sympa, qui est pas encore percé à jour par son patron, parce que tu comprends, les caméras de surveillance qui seraient susceptibles de révéler sa traîtrise, tout ça, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de chance, c'est la navette de nos 3 fuyards qui en a, justement. Et oui, puisqu'elle s'est arrêtée pile devant une grotte. Bon, et alors là, on va effectivement faire une petite pause parce que il faut savoir que la navette en question, c'est un hyperloop. Alors pour ceux qui savent pas quoi est-ce que c'est qu'un hyperloop, que je vous explique succinctement, c'est une navette qui voyage à travers un tube, mais par propulsion à l'air. Donc un peu comme quand tu souffles une boulette de papier dans une paille. Donc tu m'expliques comment il fonctionne ton hyperloop s'il y a des trous en plein milieu de ton tube? C'est débile à souhait. Bref, ça tient pas une seule seconde la route, mais ça permet à nos héros d'avoir une sortie. Et puis t'imagines, à 3 mètres près, ils pouvaient plus s'échapper, ils étaient coincés dans le tube. Que là, non, ils peuvent prendre la tangente dans une grotte. De leur côté, Owen et Jeanne Cool ont retrouvé la trace de Claire grâce à la balise du siège éjectable, mais doivent quand même se planquer parce que il y a une embrouille. Et l'autre là... C'est un allosaure. Alors ça, c'est quand même fabuleux. Donc un mec qui a bossé dans un parc à dinosaures au point de les éduquer, mais qui est pas foutu de les reconnaître. Sauf que là, non, c'est... Donc un giganotosaure, encore un dino qui n'a jamais été intégré dans aucun autre film, mais qui existe. Ce qui rend le truc d'autant plus con que, rappelez-vous dans le premier Jurassic World, vous savez, on a vendu un dinosaure hybride pour l'effet waouh, alors que logiquement, s'il y a un giganotosaure ici, c'est parce qu'il a été créé à Jurassic World. Donc, qu'il aurait largement pu faire l'affaire en termes de menaces et de spectacle. Mais sauf qu'il a jamais été évoqué à aucun moment. Mais vas-y, on te le sort de derrière les fagots, comme ça en mode ta gueule c'est magique. Donc je pose la question, expliquez-nous d'où il sort votre putain de bestiaux. Mais comme le scénariste il s'en fout un petit peu, vous en saurez pas plus. Désolé. Bref, et en gros, Rexou, il fait pas trop le malin vu la bête. Pendant ce temps, Jean Sympa aide Ian Malcolm à retrouver notamment Alan et sa bande. Alors oui, parce que bon, le mec est un traître à l'entreprise, Ian Malcolm, il menace même les projets de Dodson. Mais demander que ce soit la sécurité qui le raccompagne jusqu'à l'avion pour qu'il fasse pas davantage de vagues, non, faut quand même pas déconner. Et puis bon, ça compromettrait effectivement la suite des événements. Donc non, Ian Malcolm peut allègrement continuer à foutre la merde au nez et au menton de Dodson. D'ailleurs, Dodson qui est tellement pas serein qu'il est parti faire donc un peu de place sur son disque dur de son ordinateur en allant supprimer des fichiers, notamment un dossier vaguement intitulé Chimelfuck, un truc comme ça. Mais aussi les dossiers qui, oui, seraient susceptibles d'intéresser les autorités si elles venaient à mener l'enquête sur son business. Manque de peau, dans sa manœuvre, il tombe sur qui? Jean Sympa, donc ça se chamaille un petit peu. Et alors là, c'est fabuleux parce que qu'est-ce qu'on apprend? Les sauterelles ont été créées pour modifier les cultures génétiquement. Ok, mais vas-y, balance la suite. Les protéger contre la sécheresse, les maladies, le gel, une belle avancée. Et comment? Ah ouais, ok. C'est ça que ton patron t'a vendu? Donc en gros, le mec, il a réussi à convaincre des financeurs et tout un tas de gens comme Jean Sympa que son objectif était de sauver les récoltes des ravages météorologiques et des maladies en veux-tu en voilà en utilisant un insecte dévoreur de récoltes et que c'est passé comme une lettre à la poste pendant qu'il produisait aussi en parallèle des graines pour faire des récoltes mais qui seraient les seuls à pas se faire bouffer par les sauterelles géantes. Et sans que personne n'y voit rien, quoi. Non mais enfin, je sais pas, dans le processus de création du film, il y a eu personne pour dire à Colin Trevorrow que « Oh mec, arrête quoi,
Il y a rien qui tient debout dans ce que tu écris. Non mais là, c'est quand même plus gros que le scandale du chibroc de Brigitte, quoi. Donc voilà, tout ça pour que, en résumé, Dodson soit exactement comme tous les méchants de la saga, et que il est à l'image de ce qu'on savait quand on a entendu son nom pour la première fois, quoi. Un mais qui ne l'assume pas. Mais alors, désolé Dodson, mais et sinon, tu crois qu'il va se passer quoi quand, notamment Ian Malcolm, que t'as juste invité à foutre le camp, mais aussi Dr Who ou potentiellement Alan et Ellie, s'ils venaient à survivre, vont tout balancer, et que visiblement ton assistant semble pas trop d'accord avec ta vision, hein? Et quand les autorités vont mettre le pif justement dans ton sanctuaire, tu crois que détruire 3 fichiers et un disque dur, ça va suffire? C'est d'une débilité absolue ce film, mais vraiment quoi. Mais ceux qui sont aussi bien emmerdés, ce sont effectivement Alan, Ellie et Gigi, puisque dans la grotte, ils se font quoi? Ils se font poursuivre par des dimétrodons. Donc oui, encore une espèce qu'on n'a jamais vue dans aucun des 5 films. Hein. Bon, on n'est plus à ça près. Donc en gros, le repère de ces bestioles se trouve directement dans la grotte, qui donne accès à l'hyperloop. C'est intelligent, ça. Donc s'ils ont accès au tunnel, je pose la question comme ça, mais ça donne quoi, justement, quand t'as des dimétrodons qui décident de, je sais pas moi, de s'adonner par exemple à la sieste coquine directement dans le tube, pile au moment où une navette passe? Donc encore une idée lumineuse pour faire avancer le scénario, où on veut l'amener, mais effectivement, comme je disais, qui tient debout autant qu'un tétraplégique quand il est question de cohérence de base, quoi. Bref, ils sont donc tous les 3 sur le point de se faire bouffer, mais comme souvent dans les films de merde, une situation prétendument désespérée pour les héros finit toujours par se désamorcer pile à la dernière seconde. Et oui, c'est Ian Malcolm qui arrive. Ah mais... top synchro le mec, hein. Et donc leur vient en aide en les faisant sortir de là. Bon alors rapido, Claire 2.5, elle, trouve dans la forêt un local d'observation qui lui permettrait notamment de trouver refuge, d'autant qu'elle est un petit peu emmerdée par des viandosaures qui traînent aux alentours, manque de bol, et parce que, tu comprends, ça permet de créer du suspense quant à la survie d'une héroïne avec un totem d'immunité, hein. L'échelle pour accéder à ce dit observatoire descend genre en 2 minutes, regardez. Non mais c'est vrai que ça aussi, encore une fois, c'est super bien écrit, hein. Non mais vous vous rendez compte quand même qu'on est sur un site à la pointe de la technologie avec des hyperloops et tout le merdier, mais l'escalier d'un point de refuge en territoire infesté de bestioles hostiles, il peut pas descendre plus vite, quoi. Non, mais je pense que c'est sûrement un mécanisme alimenté par une roulette à hamster. Hein. Ah bah si ça avait été alimenté par une dynamo accrochée au dos de Michael Crichton, ça irait beaucoup plus vite, vu comme il doit énormément se retourner dans sa tombe avec un film comme ça. Hein. Bref, et donc, alors qu'elle est sur le point de pas se faire bouffer, hein, parce que c'est clair, rappelons-le... Ah bah ça alors, synchro eux aussi. Ah non mais si vous vous dites que le hasard fait quand même bien les choses, attendez, vous avez pas encore tout vu. Non, vraiment, hein. Mais les emmerdes sont loin d'être finies quand, notamment, Dodson ordonne de cramer les élevages de sauterelles, sauf que... Salle de confinement endommagée. Oh bah ça alors, mais c'est quand même ballot de se dire qu'une salle de confinement avec système d'incinération résiste ni au feu, ni à l'attaque de sauterelles, quoi. Du coup... Donc effectivement, des sauterelles volantes en feu, ça a de quoi affoler un petit peu. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça va les dinos, hein. Je vous rappelle quand même que dans le précédent opus, on découvrait que vous résistiez à la lave en fusion, donc ça va, des sauterelles en feu, c'est peanuts quoi. Et dans leur fuite, c'est Ian Malcolm et sa bande qui finissent par faire des tonneaux en bagnole, parce que une sauterelle a fini sur leur capot. Non mais j'exagère à peine, hein. Quand soudain... Non mais, je vous avais prévenu. Non mais, quand je vous avais dit que niveau fruit du hasard, vous étiez pas au bout de vos peines, la bagnole de Ian et sa bande, elle finit en bas de la vallée, pile sur les godasses d'Owen, Claire et Jeanne Cool. Bref donc, après des situations improbables dans un sanctuaire qui doit faire, au moins 100 km², tout le monde se retrouve. M'abandonnez plus jamais, même si ça implique de faire des trucs dégueux à côté de moi.
Cool. Mais les bisous et autres retrouvailles vont devoir, hélas, attendre parce que... Ah oui, lui, il risque de poser problème, effectivement. Du coup, ça se planque derrière une bagnole, ça essaie de trouver refuge, notamment dans l'observatoire, en sachant malgré tout qu'il est fermé à clé, je plaisante pas, hein. Alors que, d'un côté, je veux dire, qu'est-ce que t'en as à foutre? Non, parce que bon, Gigi, gamine de 15 ans, systématiquement immunisée. Owen et Claire, 2.5, héros et parents, notamment Gigi, donc doublement immunisés. Alan et Ellie, alors durant tout le film, on t'a rabâché le fait qu'ils sont célibates, donc bon, ça sous-entend qu'ils vont finir ensemble à la fin, donc bah forcément immunisés. Ian Malcolm, héros sympa, père de famille, et en plus avec un capital sympathie reconnu de tous. Et, cerise sur le gâteau, Jeff Goldblum, qui l'interprète. Donc en tant que scénariste, si tu le fais tuer, t'auras tellement attiré la haine sur toi qu'il va falloir que tu changes de planète à l'issue. Donc bah non, Ian Malcolm, immunité absolue. Et alors, bah Jeanne Cool, bah elle est cool, et puis en plus, bah il faut savoir qu'elle est lesbienne. Ah bah non, mais tu peux pas tuer une lesbienne, donc immunité là aussi. Donc je sais même pas ce que vient faire chier le Giganotosaure, puisque de toute façon, il a aucune chance de s'en foutre un derrière la cravate. Bref, après quelques péripéties totalement ridicules, ils trouvent quand même tous refuge dans le local, tout en essayant, malgré tout, de venir à bout du monstre, comme notamment Owen qui lui donne des coups de couteau, hein. Non mais sérieux, j'ai vraiment eu à ce moment-là l'impression de revoir la fin de Tomorrow War. Vous savez, quand le héros tue un alien de peut-être 4 tonnes à coups de poing, quoi. Ah, bah en même temps, c'était aussi Chris Pratt, hein. Non mais on va finir par croire qu'il a un lien puissant avec les films de merde, cet acteur. Mais alors bon, pendant que la forêt est en train de cramer, bah, comme si tu contemplais un petit peu les incendies de Los Angeles, et pas trop chaud pour autoriser l'évacuation, parce que bah tu comprends, hein, entre devoir répondre de ses actes devant les autorités et devoir répondre de ses actes devant les autorités en ayant en plus été responsable de la mort de tous tes employés, bah il faut choisir. Du coup, après notamment un petit entraînement de boxe, et surtout l'insistance de ses employés, Allez, donnez l'ordre d'évacuer. Ce qui implique notamment de faire ramener les dinosaures via leur puce électronique vers la zone de confinement d'urgence. Ou alors bon, quand tu sais qu'une zone de confinement tient déjà pas le pavé avec des sauterelles géantes, j'imagine avec des dinos, hein. Et le personnel de commencer à évacuer. Alors, retenez bien ça, on va y revenir très vite. Dans l'observatoire, après avoir repoussé Gigantosaurus, dont l'agressivité semblait ridicule comparée à, je sais pas moi, à un fan de Ian Malcolm qui lui demanderait un autographe, nos héros se mettent d'accord sur un plan et c'est Jeanne Cool qui va en effet en livrer les esquisses, à savoir piquer un hélicoptère après avoir, bien sûr, réactivé le système répulsif aérien. Donc vous savez, ce fameux système qui permet notamment d'empêcher les ptérodactyles d'attaquer les avions. Car oui, ce système est désactivé. Ah bon ? Mais comment elle le sait, Jeanne ? Eh bien, visiblement, on s'en fout. Elle le sait, voilà. Mais alors bon, parce que bon, j'avais dit qu'on y reviendrait, mais quid des gens qui sont tous en train d'évacuer par les airs, si le système est désactivé? Eh bien, le scénariste s'en tape complètement, voilà. C'est incohérent, mais il s'en fout. Bon, et alors, sinon, pour le réactiver, on procède comment? Alors là, accrochez-vous bien. Donc l'observatoire où il se trouve, il a une échelle qui mène à un sous-sol, qui mène à la salle de contrôle commandant le dit système répulsif. C'est quand même pas génial ça? Pendant ce temps, c'est Dodson qui remballe ses affaires. Ah, vous avez vu là le petit clin d'œil? Ou alors, enfin bon, là c'est de la taille d'un clin d'œil de Sauron, hein. Donc oui, vous avez bien compris, c'est la fameuse bombe de mousse à raser de Jurassic Park 1 qu'il avait confiée à Nedry, de remplir d'échantillons d'ADN de dinosaures, mais elle a fini sous 1 mètre debout au beau milieu d'une île abandonnée. Donc comment tu peux me sortir cette putain de bombe de mousse à raser, même comme Easter egg? Enfin bref, bon, ah bah heureusement pour Colin Trevorrow que le ridicule ne tue pas, hein. Enfin bref, et soudain, entre gens sympas, qui lui vend la mèche. C'est toi qui es responsable de tout ça, c'est toi qui m'as trahi. Mec, t'es en train d'engueuler un gars d'avoir voulu sauver l'humanité de tes putains d'intentions méchants, de films de merde?
Mais tu voudrais qu'on te plaigne peut-être ou bien? Bref, bon bah comme c'est un petit peu beaucoup très con cette situation, on va plutôt aller voir du côté de nos héros, hein, si ça se présente peut-être plus intelligemment, quand dans la salle de contrôle, ils s'apprêtent à réactiver le système anti-piaf du Crétacé, mais... Erreur 99, qu'est-ce que c'est? Oui, parce que en fait, les concepteurs des normes de sécurité semblent visiblement être les mêmes que ceux qui ont conçu celle de Jurassic World. Donc... Et oui, puisque en fait, le répulseur, en gros, eh ben, si son système d'alimentation est en branle, bah il n'a pas de secours. Ah bah non, mais c'est ballot, hein. Ah non, mais c'est des génies les mecs qui ont conçu ça. Hein. Ah bah en même temps, c'est le scénariste. Et puis c'était un petit peu nécessaire si tu voulais compliquer une situation qui en avait pas spécialement besoin, hein, quand ça fait déjà 27 fois que nos héros devraient être morts avec tout ce qu'ils ont vécu. Hein. Heureusement, Jean Sympa qui savait où ils étaient grâce à... Enfin bref, il sait. Donc oui, Jean Sympa vient à la rescousse et apporte la solution, à savoir qu'en fait il faut aller chanter les systèmes d'alimentation, ce qui implique de se séparer pour davantage de péripéties, hein, pendant que toi tu regardes ta montre pour savoir dans combien de temps s'arrête le supplice. Et d'ailleurs, comme ça suffisait pas, Owen se dit que lui aussi, il va partir de son côté pour aller chercher Mini Blue. C'est quoi ça, le traitement des eaux? Donc c'est là qu'il compte aller parce que il sait qu'il peut retrouver la bestiole là-bas. Oui, parce que tout le monde sait que sur un sanctuaire de milliers d'hectares, hein, c'est bien là qu'on peut retrouver un bébé raptor de la taille d'un bébé labrador, quoi. Ah oui, tout le monde sait que les raptors ont une passion pour les sites de traitement des eaux, voyons. Tu reviens? Je reviens toujours. Bah bien sûr, t'es débile ou quoi? Bah non mais faut quand même le préciser que c'est un héros. En 3 films, il a échappé 47 fois à la mort et sachant qu'il doit ramener un bébé à sa maman, tu te doutes bien qu'on va pas le buter à 15 minutes de la fin du film, quoi. Bref, on se sépare pour aller s'occuper de ses petites tâches respectives, pendant qu'il y en a un qui décide de prendre la tangente, c'est Dodson, qui prend donc l'hyperloop, et alors bon là... On voit pas du tout le truc venir, hein, quand notamment le mec utilise un système de transport alimenté électriquement, pendant que les héros sont partis trifouiller l'alimentation, hein. Non. Oh bah merde alors. Pendant ce temps, Owen, Alan et Gigi arrivent au système de traitement de l'eau, et ah bah alors ça c'est dingue, Mini Blue est là-bas. Elle était ici. On éteint les lampes. Mais alors bon, la bestiole se laisse clairement pas faire, hein, mais heureusement... Regarde-moi. Oui, alors bon, on va savoir pourquoi Gigi arrive à être pote avec, hein. Notamment en plus, faut quand même le préciser, c'est un bébé raptor qui a connu que la vie sauvage, alors sûrement que les deux spécimens doivent partager les mêmes modifications génétiques à base de cellules de scénarium, hein, et que ça leur permettrait de sympathiser par onde cérébrale, hein. Ah, c'est la meilleure explication que j'ai pu trouver. Hein. Et là, par du prix grâce à la technique bien connue du triangle isocèle. Dans ta gueule, l'affreux! Mais bon, comme tout semble évidemment un peu trop simple, hein, du côté de nos héroïnes parties relancer l'alimentation, bah ça se présente mal puisque... Oh non, ça redémarre. Ça ne devrait pas faire ça. Oui, le système a décidé d'en faire qu'à sa tête parce que le scénariste l'a décidé. Du coup, ça ressuscite les sauterelles qui pourtant étaient mortes sur le sol. Oh, tuez-moi! Bon, là, ça commence à attaquer nos héroïnes qui, bon, viennent à bout de centaines de sauterelles géantes à coups de taser, hein. Non, je mens pas. La preuve. Mais comme le système d'alimentation fout la merde et qu'il faut absolument le couper pour assurer la dérivation sur le système de protection, eh ben... Oui, couper des bons gros câbles électriques avec une hache, hein, ah bah si vous êtes confronté au même problème... Voilà, suivez Ellie et Claire pour d'autres conseils suicidaires. Attendez un peu. Système répulsif aérien activé. Victoire. Bref, pour nos héros, tout se présente finalement au mieux en réchappant une fois encore à la mort, mais c'est pas Dodson qui peut s'en vanter puisque monsieur décide effectivement de quitter sa navette pour emprunter le tunnel à pied, mais... Car oui, il rencontre des dilophosaures qui se tapaient une promenade, hein, dans le tube de l'hyperloop. Ah, j'avais dit que c'était vachement bien conçu ce bousin. Du coup, Dodson retourne se cacher dans la navette, mais en prenant surtout bien soin de ne pas refermer les trappes derrière lui, hein. Parce que bon, ce serait trop intelligent, du coup... Qu'est-ce que vous voulez?
Bah, c'est vrai que c'est une question tout à fait intéressante, hein, au cas où il se verrait proposer, je sais pas moi, peut-être une partie de Uno. Ah bah non, pas de partie de Uno. Pendant ce temps, pour nos héros, tout le monde se retrouve à la salle de contrôle, tandis qu'arrive Doctor Who, qui, alors lui, il fait le crevard, hein, en expliquant que bah faut l'emmener, hein, parce que c'est le seul qui peut corriger l'erreur des sauterelles, et comme souvent à la fin de cette trilogie, bah, c'est Gigi qui prend la décision. Oui, parce qu'on le sait, hein, elle prend toujours les bonnes décisions, Gigi, n'est-ce pas? Bref, Jeanne prend de l'avance de son côté pour récupérer un hélicoptère pour foutre le camp d'ici. Oui, parce que Jeanne est pilote d'avion, hein, mais comme dans tout film de merde, eh ben, elle sait évidemment aussi piloter tout ce qui lui tombe sous la main, hein, comme des hélicoptères ultra modernes, hein. Du coup, elle part récupérer tout le monde avec l'engin, mais bon, vous vous en doutez, ça peut pas être, encore une fois, aussi simple, voyons. Hein. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi je me sens obligé de vous le préciser, quand vous devriez être rodé. Car oui, c'est le T-Rex qui vient pour leur dire au revoir. Ah non, mais on le sait, ça aussi, que le T-Rex, il a beau être un carnivore, s'il s'efface à des héros, il est plus ici pour les aider. Un T-Rex, c'est la règle, un T-Rex... dans un Jurassic Park ou un Jurassic World, ça ne tue que des méchants ou des personnages chiants. Et pour preuve, encore une fois, du coup, ça se fout sur la tronche sans que personne ne se fasse piétiner ou prenne une caillasse de 10 kilos sur la tronche, hein, parce que bon, l'immunité, tout ça. Et alors, comme le T-Rex ne peut pas gagner tout seul face au Gigantosaurus, et ben voilà pas que l'autre, là, avec ses faux ongles de il va venir aider. Voilà, ça c'est fait. Du coup, les deux bestioles sont trop fières, hein, même si elles peuvent pas se faire un tapement 5 vu que le T-Rex il a les bras trop courts. Et nos héros de s'envoler pour quitter ce lieu de merde et tout le monde est content. Ce qui permet effectivement, comme on pouvait le sous-entendre, que Alan et Ellie vont pouvoir se tripoter les rides. Owen et Claire vont pouvoir refaire des cochonneries à côté de Gigi, mais cette fois sans que cette dernière tire la tronche. Y a lui, il va carrément prendre des actions chez Ben & Nuts, hein, vu que son rôle a consisté quasiment à bouffer tout le temps des cacahuètes. Et on écope d'une narration médiatique qui nous explique que désormais, pas touche au sanctuaire. Le tout en nous montrant que désormais, d'un T-Rex, ils sont passés à 3. Hein, oui, grâce à la magie des scénarios de merde, c'est possible. Hein. Donc avant, en fait, on t'apprenait qu'il y avait que Blue qui avait l'aptitude de se reproduire toute seule. Mais finalement, ça s'applique à tout le monde désormais. Mais des fois, je me demande si les Fast and Furious, ils seraient pas plus cohérents, même quand ils envoyaient des bagnoles dans l'espace. Et on apprend que le Docteur Who a réussi à faire le truc stupide et dénué de sens de changer l'ADN du sauterelle pour qu'elle élimine toutes les autres. Hein. Donc comment il a fait ça? Le scénariste, il s'en bat les cacahuètes. Hein. Et histoire de finir en beauté sur une belle note de moraline on t'assène le discours de la mère de Gigi à travers une de ses vidéos souvenirs, hein, qui t'explique que la seule issue, comme si en fait elle avait anticipé ce qui allait arriver 35 ans plus tard, et c'est la cohabitation. Donc cohabitation en nous montrant ça, et ça, ou encore ça. Alors t'es bien gentil, mais moi j'aimerais bien comprendre un petit peu ton esprit de logique en termes de cohabitation quand tu nous montres aussi ça, ou alors ça. Et fin. Bref, ce film, jusqu'à la fin, aura été d'une débilité absolue, mais à l'image d'une trilogie complètement aux fraises, qui était censée faire honneur à un des plus grands blockbusters du cinéma et une œuvre majeure de Tonton Spielberg. Tout ça pour boucler le truc avec un film où les dinosaures servent finalement plus à rien, à part décorer, tandis qu'on va te raconter un truc vaguement scientifique sur des sauterelles transgéniques, alors que le mec qui a pondu cette idée foireuse a dû avoir 0 en biologie au bac, quoi. Bref, voilà, on en a terminé pour cette trilogie Jurassic World. C'était coton, hein, quand même. Hein. On aura l'occasion, effectivement, de revenir sur le bousoscope avec d'autres grands fleurons du cinéma hollywoodien, hein, des chefs-d'œuvre, peut-être. Ouais. Effectivement, à la vidéo précédente, j'avais évoqué peut-être des films de Roland Emmerich ou Star Wars 9.
Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, justement, lesquels vous voudriez voir. Si vous avez d'ailleurs des suggestions à me faire en la matière pour me conseiller peut-être des bons films bien costauds à traiter, hein, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.